les startups, builder des compagnies, la tech, c'est ma game, tu sais. Mais je serai jamais, tu sais, je fais gros du bike, je m'entraîne gros. Je serai jamais triathlète professionnel. Je serai jamais snowboarder professionnel, je serai jamais skateboarder professionnel, je serai jamais toutes ces autres affaires que j'ai été passionné vraiment. Mais man, les startups, j'ai encore ma chance de jouer dans les grosses ligues, man, puis d'être pro level. Pis ça m'allume tellement. Pis en plus, j'aime ça. On est hit le road et samedi soir, notre clean j'en bats les sous-vides. J'ai pas un sou avec moi, mais je te parle avec le sourire. Les 101 coups, on les a fait, je repars avec mes souvenirs. Je continue de vivre cette life jusqu'à mon dernier soupir. What's up folks, c'est François-Antoine Nadeau, bienvenue sur Ça se passe. Le podcast où on jase de croître un SaaS ou une carrière en SaaS au Québec. On est sur Spotify, Apple Podcasts et les autres. Pas game de vous abonner ou nous laisser un review, ça nous motive au fond. On drop un épisode semaine minimum, juste des discussions sans filtre avec founders ou employés clés en SaaS. Si vous faites partie d'un SaaS québécois, allez sur saaspasse.com, bouton « Ajouter votre SaaS » pour être indexé dans notre répertoire. On est rendu au-dessus de 245 compagnies. Côté produit, on a récemment lancé le Job Board Ça se passe. Allez sur saaspasse.com/emploi avec un S pour publier gratuitement une offre d'emploi ou consulter la quarantaine d'offres déjà listées. On est en bêta, donc si vous avez du feedback, bonjour hi@saaspasse.com. Le dernier événement Ça se passe a eu lieu jeudi dernier, le 23 novembre, Full House chez Coveo à Québec. Un gros merci à tous ceux qui sont venus, ça close vraiment bien l'année pour nous. On prend un break d'events en décembre, mais on revient en force à Montréal fin janvier. On vous annonce ça bientôt. Aujourd'hui sur le pod, je jase avec mon pote Samuel Chénard, CEO et cofondateur chez Palisade, un produit d'optimisation du email deliverability. C'est une grosse immersion dans Startup Life. Fait qu'on retrace le parcours entrepreneurial de Sam en passant par Your Extra Life, qui était une app de gamification de la vraie vie, à Career Up, qui est une plateforme tech de placement pour stage à l'international. D'ailleurs, son exit de cette dernière startup est relativement récent, fait qu'il y a des beaux insights à collecter. On va se concentrer finalement sur la nouvelle startup de Sam, Palisade, qui est en train de take off rapidement. À travers tout ça, on couvre des trucs comme le gold plating, les pivots puis les apprentissages produits, travailler en tech en Asie, aux USA, au Canada, faire le deuil d'un projet de business à succès, choisir puis financer son prochain projet après un exit, puis valider le market d'un problème sans écrire de code. Sam, c'est une des personnes les plus généreuses puis caring que j'ai rencontrées dans les dernières années, puis on top of that, c'est vraiment un killer côté business building. Fait que je me trouve chanceux de l'avoir comme ami, puis je suis vraiment fier de l'avoir sur le pod. Alright, on passe au promo d'abord, ensuite au show. Petit segment Grip, l'agence de SEO pour SaaS qu'on a lancé. On a commencé à travailler sur notre premier client, le deuxième débute en janvier, puis on a des leads intéressants pour la suite. On a de la place pour 3-4 clients pour l'instant, mais on considère onboarder un junior en SEO pour augmenter la bande passante. Donc, si vous connaissez un padawan prometteur ou si vous avez envie de croître organiquement via le SEO, glissez dans mes DMs LinkedIn ou écrivez-nous à hello@gripgrowth.co. Fait que c'est hello@gripgrowth.co. OK, la job du mois, ça se passe. Pour novembre, la job du mois, ça se passe chez Missive, une app de gestion des communications collaboratives. Tous vos échanges d'équipe peuvent vivre dans l'app, courriel, chat, SMS, DMs, puis plus encore. Missive sont à la recherche d'une personne au Customer Success. C'est une petite équipe de produits élite dans une compagnie hyper profitable avec une forte croissance. On a utilisé Missive chez Snipcart, on continue de l'utiliser dans notre agence Grip aujourd'hui et même chez Ça se passe. C'est de la bombe comme produit et poste à combler, sautez là-dessus. Si vous ou une personne dans votre réseau avez le profil, cliquez sur le lien Job du mois dans les show notes ou allez sur saaspasse.com/lajobdumois sans tiret. Vous allez trouver aussi une entrevue sur la culture de l'entreprise et la nature du poste avec Philippe Lehoux, cofondateur et CEO. Si vous voulez commanditer une des prochaines jobs du mois, genre celle de janvier, écrivez-nous à bonjourhi@saaspasse.com ou mes DMs LinkedIn. OK, Spotlight partenaire. Pour novembre, le premier service SaaS en Spotlight, c'est Baseline, une firme d'accompagnement et d'implémentation en intelligence artificielle. Baseline, ils ont aidé plusieurs PME et SaaS à prendre le contrôle de leurs données et à intégrer des solutions d'intelligence artificielle pour prendre les meilleures décisions produits et commercialisation. Ils ont une approche no bullshit, ils sont pas mariés à l'IA pour régler des problèmes, ils comprennent vos enjeux d'affaires, rendent vos données actionable, puis ils vous proposent des solutions incrémentales, le tout en vous rendant autonome. Fait qu'il y a souvent plusieurs subventions pour travailler avec des pros dans le domaine, donc il y a moyen de pas exploser son budget. Alors,
Regardez l'entrevue avec David Beauchemin, le cofondateur, qui est dispo dans les show notes sur saspace.com/partenaire avec un S/baseline ou sur notre channel YouTube. Check them out sur baseline.québec. Il y a un contact form direct sur la homepage. Vous pouvez aussi glisser dans les DMs de David Beauchemin sur LinkedIn. Si vous voulez l'histoire et les exemples concrets de David, il est venu sur le pod comme guest, épisode 41. Écoutez ça. OK, deuxième Spotlight partenaire pour novembre. Le service pour SaaS en Spotlight ici, c'est Paragon, une équipe de consultation numérique accréditée PECAN, un programme de subvention fédérale super intéressant pour les SaaS. PECAN offre d'abord un 15 000 $ gratuit pour de l'analyse de vos processus d'affaires numériques. Fait que Paragon vous accompagne là-dedans en identifiant les processus à améliorer dans votre business. C'est vraiment une occasion en or d'adresser les flows et les process suboptimaux dans votre SaaS. Ensuite, PECAN donne accès à un 100 000 $ de prêt de la BDC à 0% d'intérêt sur 5 ans. Fait que c'est du capital vraiment intéressant pour faire passer votre business au next level. L'équipe de Paragon est dirigée par un fondateur SaaS d'expérience, François-Xavier Raté de Bloc Solutions. Ils ont déjà aidé plusieurs entreprises à moderniser les processus d'affaires comme comptabilité, finance, gestion client, marketing, vente, opérations internes et plus encore. Pour plus de détails, regardez l'entrevue vidéo avec François-Xavier qui est dispo dans les show notes sur saspace.com/partenaire avec un S/Paragon, P-A-R-A-G-O-N-E et sur notre channel YouTube. Pour booker un appel d'intro gratuit et rapide avec François-Xavier, cliquez sur le lien de booking dans les show notes ou sur la page partenaire. Si vous voulez entendre l'histoire et la vision de François-Xavier, il est venu sur le pod comme guest, épisode 50, écoutez ça. Alright, on passe au show, let's go! Samuel Chénard, bienvenue sur Ça se passe. What's up, man? Comment ça va, mon vieux? Top shape, top shape. Honoré d'être sur ce fameux pod avec mon boy. Yes, man, je suis content de t'avoir vraiment aussi. T'as un excellent setup vidéo-audio aussi, donc des gros points d'invité pour Sam. Bon. Sam, tu te rappelles-tu comment on s'est connus? Ouais, man. En tout cas, selon ma recollection, d'ailleurs, je vais m'excuser pour tous les anglicismes que je vais faire durant le pod. Je vais faire mon best, mais je suis trop habitué de travailler en anglais. C'est mon day one, Phil Barclay, celui qui est tout le temps name drop sur le pod. C'est mon homeboy de Shawi, des plus gros catalystes de ce que je suis pas mal aujourd'hui. C'était à sa fête de 30 ans. On avait vraiment bondé. C'était deux gars qui parlent de tech pis de rap en même temps. Man. Ouais, t'as raison, man. Je pense que c'est les premières fois qu'on a connecté. Puis c'est hot parce que les fêtes à Phil, souvent, ça devient un genre de checkpoint qu'on peut se revoir. Sam, t'es-tu game de nous faire un petit recap un peu de, genre, rapido, des highlights de ta carrière? Genre, côté académique, professionnel, ça ressemblait à quoi les highlights? Ouh, académique. It's been a while. Man. Un gars passionné de tech depuis que je suis kid, tout le temps dabble là-dedans. Je vendais des billets de hockey sur eBay quand j'avais pas une scène, puis j'essayais tout le temps de faire un petit hustle, builder des websites. J'ai appris HTML quand j'étais kid. Après ça, fast forward, je sais pas pourquoi, mais j'ai étudié en comptabilité. C'était l'horreur. T'es sûr? Je savais pas ça. Ouais. Le seul entrepreneur que je connaissais à that time, un des potes à mon père, j'avais demandé, tu sais, si tu veux être entrepreneur, quel genre de formation ça prend? Il m'a dit, la comptabilité, c'est bon, comprendre les chiffres. J'ai pris ça pour du cash. J'ai fait ça pendant 4 ans avant de drop out à maîtrise. Puis, après ça, parti mon premier startup, Your Extra Life avec Phil. Grosse expérience, vraiment du fun. Le classique, et on a mové ensemble, puis on a fait juste ça pendant 2 ans. On a raisé du cash, on a buildé grosse audience, pareil. C'était vraiment nice, on en parlera plus tantôt. Après ça, builder mon deuxième startup, Career Up, Bootstrap Company, travaillé là-dessus pendant pas mal 10 ans, que j'ai vendu en novembre passé. Puis, depuis ce temps-là, je trouve ça bien comique de dire à tout le monde que je suis à la retraite. Mais... Mais... Je l'ai fait dire souvent. Officiellement, j'ai pris l'année pour prendre un step back, refocus,
être curieux aussi par rapport à plein de sujets que j'avais comme dans le backlog que je voulais apprendre. Puis, ouais, man, recharger les batteries un peu. Fait que c'est pas mal ça mon TLDR. Puis ça nous amène, en fait, dans ton prochain venture, qui est Palisade. Ouais. Tu veux-tu... Je l'ai prononcé de façon très francophone, là. I guess c'est genre Palisade, si on veut être plus cool. Ouais. Mais genre, fais-nous un TLDR aussi de Palisade, mais on va pouvoir en parler plus. Ouais, je pensais pas qu'on allait là direct, mais ouais, Palisade, c'est ma nouvelle obsession. Dans le fond, cette année, j'ai passé beaucoup de temps à explorer plein de business models, plein de trucs qui m'intéressaient. J'avais comme une liste de critères, puis j'ai tombé là-dessus un peu par hasard. Un de mes potes, Alexis Roy, qui m'a introduit au sujet. Ben, je connaissais déjà très bien le sujet. Je commençais à en parler avec Alexis, puis basically, ce qu'on va faire, c'est optimiser, aider les compagnies à lander plus de emails dans l'inbox puis pas dans le spam en optimisant tout le setup technique de DNS. Fait que dans le fond, toutes les DNS qu'il faut que tu setup pour que tes emails deliver, nous, on va automatiser tout ça pour on va rendre ça vraiment facile puis pas du gibberish à comprendre. Fait que... Super. Ouais. Cool. Ben, ça nous donne un overview de c'est quoi qui s'amorce pour toi. Mais je veux commencer, moi, en fait, bro, par te lancer genre une méga fleur, justement, parce que t'as parlé de Your Extra Life. Puis, c'est en quelle année, Your Extra Life? J'ai checké, hey man. Des fois, les années se blurent, puis c'est tellement passé d'affaires, mais Your Extra Life, c'était en 2012. 2012, ouais. OK. Fait que quand vous avez lancé ça, moi, personnellement, je trouvais ça tellement cool. Un peu votre aventure de startup avec Phil, puis il y avait Georges, puis il y avait... Ah, qu'est-ce que c'est? Je blank sur le nom Sam. de... Sam, Dion, oui, c'est ça. Sam que j'ai rencontré aussi. Tu sais, il y avait, bon, un bel esthétique dans votre brand, je pense. Vous aviez sur le website vos profils personnels qui étaient comme cartoonisés un petit peu. Vous aviez des badges d'achievement qui vous permettaient vraiment comme de rapidement vous découvrir c'était qui la team. Puis vous aviez vos histoires perso aussi. Puis Your Extra Life, c'était de la gamification de lifestyle experiences. Ouais. Comment tu le dirais, attends? C'est un game for real life. Game for real life. Ouais, je pense que c'était ça notre tagline. Dans le fond, tous des gamers aussi à base. Mais aussi des doutes qui aimaient ça expérimenter puis sortir de leur zone de confort. Puis c'était une idée qu'à base, moi et Phil, on avait bouncé à l'université quand on habitait ensemble. Puis ouais, on voulait juste on trouvait ça poche que tout le monde fasse tout le temps la même affaire, puis on voulait trouver une façon d'amener les gens à essayer de nouvelles affaires. Puis de là est né Your Extra Life. On a comme dit, comme un level de Mario Bros avec différents sujets dans la vraie vie. On join ça avec un social network puis un photo app. Puis c'est comme ça. Ouais, ça a été du stock. On va aller plus en détail là-dedans si tu veux. Mais... Ben en fait, moi ce que je trouvais cool aussi, c'est que vous aviez, en tant que... Bon, le produit, c'était de la gamification un peu du real life. Ouais. Force de... Encourager les gens à faire des trucs cool, montrer des photos, inclure leurs amis, etc. Mais vous avez appliqué ce principe de gamification-là aussi un peu comme dans... Vous aviez un arbre de progression sur le site de Your Extra Life, où est-ce que les gros milestones de startup, vous les mettiez, on est allé à SF, on est allé chercher du cash, on a sorti un MVP, on a fait... Tu sais, il y avait comme plein de trucs là-dedans. Je trouvais tellement que c'était cohérent, mettons, la brand puis tout ça. Puis la cerise sur le top, pour moi, ça a été vraiment les espèces de vlogs. Je sais pas si c'est un bon terme, là, mais les vidéos que vous faisiez puis que vous montiez, je pense que c'est toi qui faisais ça. Ouais. De tous vos apprentissages, mettons, vous aviez des hackathons, genre, de temps en temps, vous vous donniez le droit de faire le party, genre... Puis moi, grosso modo, ça m'a vraiment beaucoup donné le goût de vivre un peu la startup life, qui était très, comme, brandé cool dans votre projet. Fait que c'est pour ça que je te lance la fleur, c'est que moi, ça a été une des inspirations, disons, pour moi, de me lancer là-dedans. Ah, c'est vraiment hot, man. Merci de le mentionner, puis c'est ça, je pense qu'on avait vraiment le fire puis le rêve aussi huge de la startup life à cet âge-là, puis on l'a encore d'ailleurs. C'est juste un peu différent, je pense, rendu où on est dans nos carrières. Mais ouais, man, c'était une des plus belles expériences que j'ai eues. On était libre, tu sais, on faisait pas une scène. On se payait genre 15 000 $ par année, c'était ridicule. Avec le cash qu'on avait raisé, mais
on était libre, on travaillait sur de quoi qu'on était vraiment passionnés, puis on habitait les 4 ensemble 24/7 pour travailler là-dessus. Pour moi, c'était le absolute dream. On couchait sur des matelas gonflables dans des caves frettes à Québec, puis c'était tout ce qu'on avait besoin. C'est quoi qui t'a marqué le plus, mettons, de cette période-là? Tellement d'affaires, mais on a tellement appris. On a appris 10 ans d'expérience en 1 an. On a... Tu sais, puis aussi, je pense, tout l'aspect, tu sais, of course, technique, product design, company building, culture building, marketing, cost, fundraising. On a tellement passé de sujets rapidement. Puis je travaille avec du monde tellement brillant. Mettons, ces gars-là, c'est des legends. Puis aujourd'hui, tu sais, 10 years down the road, on le voit que c'est des fucking legends. Puis aussi, tu sais, tout l'aspect, je pense, émotionnel derrière build un startup. Je pense qu'on a quand même, avec du recul, ça a été vraiment une expérience formatrice de, tu sais, les highs, les lows, comment se manager, comment prendre des décisions retirées aussi de ses feelings par rapport à tout ça, tu sais. Puis je suis content qu'on l'ait vécu vraiment jeune, parce que ça nous a donné une maturité quand même, ou en fait, l'opportunité de maturer vraiment early on dans nos carrières. Puis y a-tu quelque chose... Parce que c'est comme, je vois ça un peu comme un baptême de feu, d'intensité, comme tu dis, de l'apprentissage accéléré, mettons, de builder en tech. Mais y a-tu de quoi, à propos de toi, mettons, qui t'a appris spécifiquement plus dans cette période-là, des trucs, mettons, qui te font chier ou que t'aimes pas ou que c'est pas ton jam ou au contraire, des trucs qui te font vraiment fucking triper? Ouais, man. Une tonne, en fait. Je pense que j'ai appris beaucoup de mes blind spots, là, certainement, durant ce temps-là. Puis certainement aussi beaucoup de mes forces, tu sais. Je pense que dans le temps, tu sais, puis avec du recul, puis en faisant comme un peu le point sur Your Extra Life, on a vraiment gold-platé, là. Puis moi, j'étais le chef. Explique c'est quoi ça veut dire. Gold-platé, c'est... On peut pas release tant que c'est pas parfait, tu sais. On peut pas over-engineer, on peut pas être prêt à pas avoir 10 millions de users, tu sais. J'étais là, il faut que ça soit un fully fledged social network, faut que ça look, faut qu'il y ait des animations dans le menu, faut que... Puis, tu sais, on avait fait du user testing un peu, mais on est tellement allé à l'opposé de l'approche MVP, là. On a flambé tout le cash à faire la V1. Il nous restait même plus de cash pour runner serveur quasiment à la fin. On a tellement eu un gros growth qu'on n'avait pas de cash pour payer les serveurs pour dire on va raiser un autre round. C'est juste, c'est ça, au niveau genre comment manœuvrer un startup, ça m'a vraiment, vraiment appris. Puis aussi, c'est ça, on en reparlait justement, moi puis Phil, on était, man, l'idée est encore bonne, là, c'est l'exécution qui était... Il y avait du feu dans l'exécution, on a vraiment exécuté fort, mais intelligemment, je sais pas. Fait que, OK. Puis ça... Comment est-ce que ce chapitre-là, mettons, s'est terminé, juste pour closer? Ce chapitre-là s'est terminé avec, je pense, 2 ans de gros travail, de genre être ensemble 24/7. On était à SF pour raiser un round. On n'a pas closé le round. On commençait à manquer de cash. On avait des clients qu'on signait, mais on voyait bien qu'on n'allait pas closer le gap. Puis c'est ça, je pense qu'on avait comme des intérêts divergents rendus là. Puis on était fatigués. Puis on avait une offre pour racheter comme la plateforme. Puis on a décidé de move forward avec ça. Puis c'est ça. Pour être bien transparent, je pense on était à bout de souffle, on a baissé les bras. On était là, OK, on voit plus le bout. On voit plus le bout. C'est combien d'années de ta vie, de ta carrière, ça? Ça, c'est un bon quasiment 2 ans. Plutôt 2 ans, mais qui a filé comme 5-10 parce que il y avait que ça, là. Si on fait un saut dans le futur un petit peu, en 2022, je crois, t'as exit de CareerUp, ta dernière startup. Ouais. Fait que, c'est bien en 2022? 2022, novembre 2022, j'ai pris ma retraite. Non, ouais. Puis, OK, puis CareerUp, mettons un TLDR de ça, c'était quoi CareerUp, puis quel rôle t'occupais là? Ouais. CareerUp, c'est une plateforme pour les gens qui veulent obtenir de l'expérience de travail ou une job à l'étranger. Fait que on aidait des jeunes professionnels du monde qui sont undergrad ou graduate student
ou sur le marché du travail à se trouver des jobs dans des grosses villes au travers le monde. Fait que des jobs en tech, en finance, en marketing. On les aidait à trouver des jobs, puis on s'occupait de tout l'aspect logistique pour les recevoir dans ces villes-là. Fait que on s'occupait du housing, on automatisait le visa process, on avait du monde, on a du monde, je sais pas si c'est le bon déterminant, parce que on a du monde, bon vert. On a du monde on ground qui s'occupe de eux. Puis on leur offre tout le support nécessaire pour que ça soit vraiment une belle expérience pour eux. Fait qu'on a fait ça. On a commencé ça dans une ville qui était Singapour. Moi, j'ai étudié, puis j'ai rencontré mon co-founder. Puis on a scalé ça à une dizaine de destinations, des centaines et des centaines de personnes qui arrivaient en même temps, la même journée, pour vivre d'expériences dans toutes ces villes-là. Fait que c'était vraiment insane. L'idée. Moi, j'ai vraiment eu du fun, puis on a vraiment changé la vie de bien du monde. Fait que ça me rendait heureux. Clairement. L'idée de Career Up, elle venait-tu un peu de tes expériences personnelles d'avoir peut-être enrichi un peu comme ailleurs, à l'étranger, justement? 100%, man. 100%. En fait, quand on étudiait, moi puis mon pote, là-bas, on regardait pour faire des stages en finance à Singapour, puis ça faisait quand même longtemps qu'on était là, puis on connaissait l'écosystème, la ville, les compagnies, on avait des contacts, puis ça avait été vraiment compliqué essayer de figure out comment faire un stage là-bas, comment se get une job là-bas, parce qu'on voulait rester plus longtemps après l'école. Puis on a comme dit, hey man, je peux pas croire qu'il n'y a pas un startup qui automatise ce process-là puis qui rend ça vraiment facile. Moi, je paierais tellement pour ça en ce moment. Puis fast forward 3-4 ans plus tard, c'est ma fête. Your Extra Life, ça vient de se terminer. C'est mon pote qui habite à New York maintenant. Il vient me voir pour ma fête. Lui, il était investment banker dans le temps. Il me dit, tu sais, là, l'idée là, qu'on avait parlé dans le temps, ça serait cool pis tout. Tu sais, ça serait vraiment cool que quelqu'un fasse ça. Puis il m'a dit, moi, man, j'aimerais vraiment ça partir de New York. C'est comme trop intense comme lifestyle. Je dis, man, got nothing on my schedule right now. Je fais du petit consulting, là, je buildais des e-com stores pour des clients en attendant de figure out. Puis cette fin de semaine-là, j'ai buildé un website. On a drivé des ads avec Google Ads. On s'est dit, si le monde y applique puis ils sont intéressés, on a basically mis des fake jobs avec des fake destinations. On a mis genre 500$ de Google Ads. Si le monde y applique puis sont intéressés, on va parler à une couple de customers de même. Il y a peut-être quelque chose. Puis je pense que 4 jours later, on avait 300-400 applications. C'était genre quand même intéressant. Fait que on s'est dit fuck it, on le fait. 3 semaines plus tard, j'étais dans le plane puis on allait builder la première version de Career Up au Philippines. On est en 2013, 2014, on est où là? 2013-2014. Ouais, 2013-2014. C'est ça, parce que c'était presque 10 ans. 8 ans que t'as fait? Ouais, quasiment 10 ans. La compagnie a 10 ans quasiment en ce moment. 10 ans? Ouais, on va avoir 10 ans cette année. Puis, il y a des gens qui pourraient probablement dire yo, B2C, c'est difficile. B2B, c'est mieux. Là, toi, t'avais comme un mixed bag, right? Où est-ce que t'avais probablement, d'un côté de ton marketplace, des business qui ont besoin de talent, d'accueillir du monde, etc., de les séduire, mais aussi des étudiants qui, de façon générale, c'est pas le customer profile avec le plus de fric à lancer. Fait que comment vous avez rationalisé un peu la monétisation de tout ça? C'est un bon point, hein? Pour vrai, au début, tu sais, naïveté, puis 24-25 ans, j'étais genre, we'll figure it out. Tu sais, on n'a pas... Je pense que c'est aussi quelque chose que j'ai appris avec le temps, puis c'est quelque chose qu'avec Palisade, j'ai pris vraiment une approche différente pour évaluer si c'était une bonne idée. Mais dans le temps, on était là, ils appliquent, ils vont sûrement vouloir payer. Puis notre rationnel, c'était le monde paye 200-300 000 aux US pour avoir une bonne éducation. Ils vont bien payer 10-15 pour avoir un été vraiment de feu, puis aussi avoir une expérience qui va vraiment être différenciatrice sur leur CV. Puis... C'était des... Non, vas-y. C'était des étudiants de partout, Sam, ou c'était concentré dans une base comme, mettons, les States? Ça a varié avec les années. Tu sais, je pense, à mesure que la compagnie grossissait, on expandait dans plusieurs pays en termes de
user base, là, du côté client, du côté étudiant, pour être précis, mais 60... Au début, on était à 80% US, 20% reste du monde. Plus tard, on était plus 50-50. 50 US, 50% reste du monde. Puis, OK. Puis, y avait-tu une partie du modèle de revenus qui venait des business, mettons? Où est-ce que vous placiez du monde? ouais, on a essayé ça, on a travaillé fort là-dessus, mais c'était tough pareil. C'était tough parce que OK. le value prop de des entry-level workers est peut-être pas assez élevé pour qu'eux, ils payent beaucoup. Fait que nous, on préférait qu'ils payent les étudiants ou ils payent les entry-level jobs, les stages, qu'ils nous payent nous, parce qu'on avait vraiment beaucoup de demandes du côté étudiant, puis il fallait hustle pas mal pour onboarder des compagnies de l'autre côté. Puis ton rôle, Sam, parce que toi, t'es... J'ai le goût de dire comptable de formation juste parce que je trouve ça drôle puis je veux te troller, là. Mais... Ouais. T'es self-taught en programmation web, back-end, front-end, ton skill set que t'as buildé dans Your Extra Life, puis ensuite, c'est très technique? Ouais, ben, très technique. Tu sais, ça dépend pour qui, là. Pour moi, ça devrait être très technique. Ouais, c'est vraiment pour qui, mais tu sais, ouais, je pense que rendu à ce point-là dans ma carrière, j'étais un peu un one-man army, là. Je suis capable de faire pas mal de trucs. Your Extra Life, c'était moi le lead UI UX. Fait que, tu sais, je pense que j'ai tout le temps eu une passion aussi pour les arts, le design, les beaux objets, tu sais. Mon père, c'est un ingénieur, mais aussi quelqu'un qui a un craft incroyable, il fait rien à moitié, là. Faut que tout soit parfait, puis il m'a vraiment appris ça jeune. Fait que ouais, j'ai fait du design, répondre à des questions. Après ça, il faut que j'apprenne à coder, à faire des front-end. Je peux aller plus en mode intégrer du front-end, puis designer peut-être plus comment tout le système va fonctionner. Back-end, capable de faire des petites affaires, mais c'est vraiment pas du gros stock, là. Justement, pour parler, c'est pas moi qui va prendre ça sous mon aile. Chez CurryUp, j'étais CTO. Fait que dans le fond, je m'occupais de toute la partie produit, toute la partie tech, l'idée, le team d'engineering, puis s'assurer que, genre, on avait aussi une tight collaboration entre les sales, customer support, puis le UX pour, genre, intégrer le feedback dans l'app. Mais, tu sais, j'ai tout fait, man. Tu sais, tu penses qui s'occupait des finances, c'était moi. Et bon, tu sais, accounting, year-end, j'ai tout fait. Tu sais, en fait, on avait un bureau à San Francisco, un bureau à Montréal. Moi, j'ai parti de San Francisco pour aller partir le bureau à Montréal. Puis, je me suis occupé de genre du HR. J'étais genre office manager à ce point. Fait que t'as porté, comme plusieurs founders, mettons, pendant la growth de la startup, t'as porté plusieurs chapeaux différents. Puis, j'aurais une question plus de curiosité personnelle, mais y a-tu un ou des de ces chapeaux-là que t'as vraiment enjoy, mettons? Oh ouais, man. J'aime vraiment user experience, produit. Je trippe. Marketing aussi, je dirais. J'aime vraiment ça. Builder des relations aussi. Là, je pense qu'à la fin de la journée, je me rends compte que peut-être que là où j'ai le plus de value add, c'est dans builder des relations, penser à l'expérience du produit, puis bien d'autres affaires que, tu sais, I can make it work, mais tu sais, c'est pas mon core skill set. Là. Comme là, avec Palisade, je toucherai pas au engineering. CurryUp, au moment où t'es sorti en 2022, l'équipe, ça ressemblait à quoi? On avait quand même downsizé, en fait. On a downsizé pas mal à la fin. On a vraiment À cause du market? Ou... Ouais, ben, c'est ça, en fait. CurryUp, faut, tu sais, pour remettre en perspective, c'est une plateforme de voyage à l'étranger, si on veut. Fait que... C'est sûr que quand il y a une pandémie, c'est pas le best. Quand il y a une pandémie, c'est vraiment pas le best, man. Fait que ça a été un gros pivot qu'on a fait en 2020. En fait, cette histoire-là est quand même cool, fait que je pense que ça vaut la peine de la compter, mais en fin 2019, on s'est rendu compte que, tu sais, nos leads, nos clients, nos étudiants à qui on parlait, qui voulaient partir en échange, commençaient à mentionner justement « Oh, something's happening in Asia ». COVID, puis on avait beaucoup de destinations, tu sais, on avait Beijing en Chine, Sydney, Singapour, les Philippines, Shanghai, tout ça. Fait que ça commençait à parler
de pandémie. On s'est dit, oh, that's interesting. Puis on a commencé à vraiment regarder le sujet sérieusement. Puis, long story short, à un certain point, mon partner, on s'est dit, oh, OK, les odds qu'il y ait une pandémie mondiale sont low, mais si ça arrive, on est complètement fucked. Fait que, man, le 18 décembre 2019, j'ai acheté remoteinternships.com pour 800$. OK. Ouais. OK. Puis on s'est dit, tu sais, qu'est-ce qu'on est bon en ce moment? Aider le monde à trouver des jobs, des stages. Si ça arrive, ben, ils vont avoir besoin de se trouver des jobs remote parce que tous leurs jobs présentiels vont être cancellés. Puis, fait que moi, je suis parti avec une partie de la team. On a commencé à tout, genre, basically refactor la plateforme pour stripper toute la partie voyage, expérience. Puis on a préparé comme une autre version, puis builder un nouveau messaging, un nouveau website. Puis on s'est dit, si ça arrive, ben, on va avoir notre plan B. Fait que, ben, guess what? Combien de temps? Combien de temps ça a pris? Combien de temps ça a pris le pivot, genre? Ouais, c'est assez intéressant, ça. Ouais. Ça a pris, tu sais, admettons, avant qu'on, tu sais, mid-December, on commençait à penser à ça puis à acheter le domaine. Avant qu'on mette ça en branle puis qu'on travaille avec tout le monde, qu'on line up la stratégie, ça a pris comme 2 mois. Fait que, mais quand la pandémie... malade, vas-y. Hein. C'est ça. C'est ça, c'est que vu votre exposition à des pools très asiatiques, vous aviez comme feedback ears on the ground vous avez été conscient de cette menace-là entrepreneuriale bien avant plein de monde que je connais autour de moi, tu comprends? Fait que t'as comme vu venir. C'est quand même fou, là. Ah, avec du recul, c'était insane. Je me rappelle, tu sais, souvent mes amis ils me reviennent avec ça, là. On était à un souper comme de Noël, post-Noël, chez un de mes potes à un chalet. Puis je leur ai fait un rant là, de Doomsday, là, genre, guys, there's possibility qu'il va y avoir une worldwide pandemic. Puis là, j'avais comme obsédé là-dessus pendant longtemps. Puis you're totally out of your mind. Mais tu sais, je pensais pas qu'on allait être confiné chez nous pendant aussi longtemps, mais je me disais, ça se peut très bien que le monde soit plus capable de voyager. Mais on s'était dit, les chances, c'est comme 10-15%. Mais guess what, c'est arrivé, man. Puis quand c'est arrivé, j'étais au Mexique, à Cabo. Longue histoire, là, mais j'étais avec des Italiens qui arrivaient de l'Italie, puis qu'il fallait qu'ils repartent parce que les vols étaient cancellés. On avait loué un spot, ils sont partis en genre 45 minutes en panique le matin. J'étais tout seul dans l'appart, puis j'ai juste redirigé tout le trafic sur... Parce qu'on avait un gros contrat de ads, mettons, puis tout notre SEO et tout. J'ai redirigé ça sur remoteinternships.com, puis j'étais genre, oh my God, it's happening. Puis next day, je prenais un flight back à Montréal, puis finalement, ça a été un gros hit. On avait tellement de trafic, mais on savait plus quoi faire avec, honnêtement. On rankait number 1 pour remote internships sur Google dans genre presque tous les pays qu'on voulait. Tellement qu'on a été obligé de genre ajouter plus de filtering sur nos leads pour être capable de maintenir le volume. OK. Ouais. Puis on a fait ça pendant cette année-là, c'était vraiment nice. Ben, nice. On était contents, tu sais, parce qu'on avait comme vraiment dodge a bullet. Puis après ça, c'est ça. Je pense que la nature de la compagnie a vraiment changé. Le team a changé. Tu sais, là, on faisait juste du remote. C'est parce que durant la pandémie, ça faisait comme plus de sens d'essayer de proposer des voyages aux gens. Puis, c'est ça, on a comme downsizé le team. On a automatisé plus le process. Maintenant, on faisait pas mal plus de coaching puis online learning que toute la partie on-ground. Fait que tous les gens qu'on avait sur le payroll qui étaient les on-ground managers, comme dans chaque destination, on avait du monde qui s'occupait de notre crew là-bas. Tout ce monde-là, il fallait qu'on les laisse aller. Fait que la composition a quand même vraiment changé. Puis c'est ça, overtime, on était rendu une business qui fait du online coaching, online learning, puis job searching comme intertwined, puis mixé dans un package. Les bons vieux noms de domaine génériques, hein? Remote internships. Ouais, man. Ça a l'air que des fois, ça paye encore. Ouais, tout le monde dit que ça marche pas pour le SEO, mais je trouve que ça marche. Puis là, l'ADN de la compagnie évolue justement à travers ce pivot-là, à travers cette pandémie. Ouais. Puis toi, à un moment donné, t'es comme, tu sais quoi, j'ai plus envie de faire ça, j'ai envie de faire ça a été quoi ton trigger de genre, alright, time to move on?
Ben, c'est sûr qu'il y a eu couple d'affaires. Couple d'affaires. Je pense, c'est ça. Je pense que surtout que la mission de la compagnie a changé, c'était vraiment différent pour moi. Un peu en revenant à ta question de tantôt, moi, man, j'ai grandi dans un village de 5000 personnes. Après ça, à Shawi, j'étais à l'université à Québec, mais j'avais jamais vu. J'ai été chanceux, j'ai voyagé quand même pas mal avec mes parents quand j'étais kid, pis tout ça, mais j'avais jamais vu c'était quoi les big cities. Là, je me ramasse à aller vivre à Singapour, man. J'ai genre 22 ans, 23 ans. Voir, toute cette infrastructure-là, du monde qui vient de partout, New York, San Francisco, LA, Danemark, Europe, blablabla. Fait que vraiment être en contact avec du monde qui pense gros, qui ont vu gros. Puis ça a complètement changé le cours de ma vie. Fait que quand on a parti Career Up, je querais vraiment chérir cette expérience-là au plus de monde possible, puis rendre ça accessible au plus de monde possible. Puis la nouvelle vocation de la compagnie, vraiment respectable aussi, puis qui aide vraiment ces jeunes-là à progresser dans leur carrière, puis tirer leur épingle du jeu. Mon partner était vraiment passionné par ça. Moi, un peu moins, man. Je dois t'avouer, l'aspect coaching, learning, je comprends que c'est full important, mais je carry moins à propos de ça, je pense. Fait que ça a été un gros changement par rapport à team, changement structurel encore, on faisait plein d'affaires. Puis, à un moment donné, je pense que le coût d'opportunité de pas travailler sur autre chose était rendu trop grand. C'est ça, en gros. Ouais, j'avais l'impression que there was something out. Je voyais pas comment on allait amener ça à un billion-dollar company. Puis... Tu sais, des co-founders qui arrivent à des croisées de chemin comme ça, où est-ce que les ambitions, les intérêts sont plus nécessairement alignés, ça arrive à pas jeter. Genre, c'est juste normal. Genre, chacun mature, les compagnies, les marchés évoluent. Ouais. Comment t'annonces ça à ton co-partner que ça fait 8 ans que tu grindes avec, ça? Ouais, ben, man, ça a quand même été assez organique, je te dirais. Tu sais, j'y avais dit que moi, j'étais peut-être moins down là-dessus. Moi, je voulais amener la compagnie dans une autre direction. Lui, voulait l'amener dans une autre direction. Puis on avait quand même des heated conversations à propos de ça. Puis je pense que c'est normal, man. On est ultra passionnés du monde qui ont... Deux gars qui ont rendu feu. Puis, tu sais, des fois, il était là, tu sais, man... tu sais, je vois que des fois, t'as plus l'air aussi heureux que t'étais avant. Si jamais, tu sais... Je pense c'est lui qui m'a proposé au début. Puis aussi, je pense... il voyait que c'était le mieux pour tout le monde. Si tu veux faire un exit, on peut régler ça, man. Je vais t'aider, je vais prendre du cash, on peut te racheter, on va te laisser des choses en compagnie, on va s'assurer qu'il y a une belle transition. Puis là, j'avais pensé au début, mais j'étais pas prêt. J'avais dit, man, tu sais, no way que tu vas, genre, partir avec mon bébé, là, tu sais, man. Ça a été tellement de travail, tellement de sweat and tears, là. Man, ça me pogne au cœur quand j'en parle, là, tu sais. J'ai vraiment tout fait, man. J'ai dormi sur des bancs de parc à attendre des étudiants qui arrivaient, man, à Beijing à 2h du matin, là, genre. On a tout fait, tu sais, puis quand il m'a parlé de ça au début, j'étais pas prêt, surtout qu'il y a plein de mes amis aussi qui travaillaient pour la compagnie, puis je sentais que, tu sais, je pouvais pas les abandonner, tu sais, puis ça a été quasiment 6 mois, 8 mois, 1 an plus tard que j'ai eu un talk aussi avec mon team, mon close team, là, qui sont aussi mes amis qui sont venus travailler avec nous, puis ils m'ont dit, tu sais, Sam, je pense que t'es rendu là, man. Je pense que t'es rendu là. T'as comme notre blessing de partir. Fait que là, je savais que mon partner était down pour que je fasse un exit, puis ça allait pas être, tu sais, un enfer de négociation. Puis j'avais comme eu le blessing du monde que je voulais avoir le blessing. Fait que je suis revenu à un meeting, j'ai dit, tu sais, man, genre, all the love in the world, méga respect pour toi, mais on est comme rendu à un point, on est comme, ouais, on est dû, un peu. Puis ça a pas été long, man, j'ai pas été greedy ces termes. On a bien fait ça, on a fait ça avec des avocats, des comptables qu'on connaît bien puis qu'on trust. Puis un mois plus tard, c'était signé. Puis ouais, un mois plus tard, c'était signé. Pas longtemps après, j'avais le cash. C'est quand même un blessing d'avoir pu sortir. C'est sûr qu'il y a dû avoir des frictions, mais des fois, il y a des frictions existentielles à des amitiés, à des relations, des fois, il y a des ponts qui se brûlent, puis ça semble vraiment pas avoir été ton cas. Fait que
C'est quand même cool, ça, man. Ouais, je pense qu'on était rendu là où... C'est ça. C'était le bon move à faire à ce moment-là. Puis j'avais besoin un peu d'espace, là. Je pense que... Genre, tu sais... On dit les startups c'est comme un mariage, mais c'est vraiment vrai, tu sais. Puis là, tu partages... C'est ça, j'étais rendu dans un mariage que j'étais peut-être plus si bien que ça, puis fallait que un de nous deux laisse la place à l'autre de shiner, puis faire les prochains moves avec la compagnie. Puis ouais, je me suis dit que pour moi, j'avais assez... Ce coup d'opportunité était trop grand de rester là, puis de pas être heureux. Okay. Je serais pas reparti. Tu sais, tu repars à la guerre, là. Je repars pas à la guerre. C'était obvious pour moi rendu là. J'en ai parlé à Marc, j'en ai parlé à une couple de close friends, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont dit, tu sais, man, got my blessing. J'étais là, OK. Ouais, c'est un réflexe que t'as que je partage beaucoup dans des décisions, des moments charnières, de reach out, puis d'essayer de voir, OK, les gens que j'aime puis que je respecte, là, ils en ont accompli du stock aussi autour de moi puis qui me connaissent, là, qu'est-ce qu'ils en pensent, tu sais, juste pour éduquer tes décisions un peu, puis je l'ai fait avec toi récemment, tu sais, je t'ai juste appelé, j'étais comme, yo, ça, je sais pas quoi faire. Fait que non, man, je trouve ça vraiment cool, puis tu le racontes quand même avec une certaine sérénité, ce qui est bon aussi, tu sais, je pense qu'il y a pas beaucoup d'amertume dans comment tu le racontes, fait que ça, c'est bon, man. Ah, thanks, man, mais honnêtement, tu sais, vraiment grateful de qu'est-ce qu'on a buildé, vraiment fier de qu'est-ce qu'on a buildé. Ouais. Ça a été une folle expérience, puis je pense que le timing était juste right. Puis là, je suis vraiment stoked sur qu'est-ce qu'on fait next. Je suis fired up, j'ai eu le temps de me reposer. Puis, man, j'ai du gaz dans le tank. Là. J'ai du gaz dans le tank pour repartir à la guerre. Puis, ça n'aurait pas été le cas si j'allais rester là. Fait que, tu sais. Nice. Ouais. Puis là, avec Career Up, tu t'es trouvé à travailler de plein de places différentes, mettons. Tu sais, t'as mentionné des highlights comme SF, Singapour. J'ai le goût que tu me dises, y a-tu une ville ou une culture où est-ce que tu as vécu un plus gros clash ou contraste avec ce à quoi tu avais été habitué au Québec, mettons? Ah, partout, hein? Partout, c'était vraiment différent. Tu sais, autant que, tu sais, builder des business relationships avec du monde en Chine, c'est vraiment différent d'aux US. Autant que, tu sais, mettons, juste la ponctualité aux Philippines, c'est pas la même game. Ouais. En Europe aussi, man, Barcelone, Portugal, là, c'est comme normal de répondre à un email en 2 semaines. Tu sais, aux States aussi, j'ai été vraiment beaucoup exposé au think big américain dans toutes ses facettes, moins belles et plus belles aussi. Tu sais, travailler, tu sais, habiter à SF, être entouré du monde qui parle juste de tech, juste parler de tech, parler de, tu sais, on dirait que c'était 1, 2, 3 order of magnitudes bigger de ce que j'avais été habitué, tu sais. Fait que c'était vraiment, vraiment nice. Tu sais, j'ai adoré ça, l'Asie. C'était insane d'habiter là-bas. Qu'est-ce que t'aimais à propos de l'Asie en particulier? Parce que moi, j'ai eu des expériences assez désastreuses avec l'Asie. Mais on n'est pas le même profil. Ouais, je me rappelle. Ben, c'est sûr, ça dépend vraiment beaucoup de la ville puis où tu habites. Singapour, c'est juste, ça file comme le futur. Tout est clean, tout est streamlined, tout est bien exécuté, les gens sont respectful, tout est bon, tout est beau, tout est bien pensé, c'est malade. Après ça, tu sais, Philippines, tellement de diversité. Aussi, tu peux te payer un niveau de vie qui est juste insane. Là, genre, pour dans le temps, je me rappelle, c'était 2500 US par mois. On avait un penthouse au 64e étage. Avec genre, à Manille? Ouais, à Manille. Okay. On avait un chauffeur, man, un cook, des maids, tu sais, c'était vraiment un autre lifestyle. Puis mon pote Rob, avec qui j'ai parti à business, il avait sa famille venait de là, qu'on avait genre plein de liens avec du monde local, c'était malade. Puis tu sais, on allait surfer, man, dans les plus beaux spots le week-end. L'Asie, vraiment une belle proximité avec plein de cultures, plein d'environnements différents. C'était complètement fou. Puis ben, tu sais, j'étais un gars qui aime l'hiver, j'aime le snow, pis tout. Je fais beaucoup de snow, j'ai tout le temps été un gars de board sport, super sportif, mais skipper l'hiver, c'est quand même le fun quand tu travailles sur un startup. Fait que, ouais, ça, j'aimais bien ça. Après ça, San Francisco, c'était fou. Ça m'a permis aussi, tu sais, vraiment
catcher le vibe SF si je voulais déménager. On dirait que tu as tout le temps un peu le pipe dream de déménager là à un moment donné, mais vraiment passer beaucoup de temps là-bas, ça m'a fait réaliser que peut-être que c'était pas le bon fit pour moi à long terme. Tu sais, je serais dans d'y retourner. Là, avec Palisade, on va peut-être y retourner justement. Fair enough, j'ai des amis puis un écosystème là-bas que j'aime bien, mais tu sais, aussi ça te permet de catcher que t'es bien au Québec. Puis l'Europe, c'était malade. Là, genre, habiter à Londres pendant un été, solo, c'était fou. Tu sais, tous des trucs que j'avais peut-être pas permis de faire. Attends, ça avait pas été ça. SF, t'as dit, ça te permet de réaliser aussi que t'es mieux au Québec. Pourquoi? Ben, man, first, le grind. Tu sais, quand t'es à SF, t'es sur un gros treadmill, ça coûte cher. Mes amis s'achètent des maisons à 2 millions, 3 millions USD qui ont été bâties en 1920. Man, c'est des 15-20 000 USD d'hypothèque par mois. Là. C'est wild, tu sais. Puis, tu sais, c'est vraiment beau SF. Genre, je trippe. Genre, géographiquement, quand c'est fait, la topographie avec les montagnes, l'accès à l'océan, l'accès aux montagnes, l'accès à la baie aussi, qui est insane. Mais tu sais, c'est tricky en termes de sécurité, c'est tricky en termes de disparité sociale. C'est vraiment quoi qui était tough pour moi de vivre à tous les jours, tu sais, autant en Philippines aussi. Puis, tu sais, pas de healthcare, ou plus ou moins... c'est des gros enjeux sociaux, là. Je pense habiter aux States puis vivre cette polarité-là qu'on voit dans les médias au day-to-day, c'est un autre game. C'est un autre game. Fait que là, en 2022, tu sors de Career Up. Tu te ramasses avec pas mal plus de temps libre puis d'argent en banque que t'avais. Comment tu te sentais les premières semaines qui ont suivi ce move-là? Ah, c'était... Honnêtement, man, pas tant différemment. Surtout sur le coup, tu sais, c'est vrai que c'est le fun de cacher out puis d'avoir une liberté financière, mais pour être vraiment transparent, man, j'avais déjà fait des bons moves avant. J'avais quand même, tu sais, on était 10 ans bootstrap, puis on était profitable year one. Tu sais, je me suis payé un bon salaire, j'avais bien des savings déjà, j'ai fait plein de moves reckless, comme genre investir dans Tesla early on, puis d'autres trucs de même. Puis, tu sais, j'avais comme un bon... Puis, tu sais, j'ai un cool lifestyle, mais je suis pas extravagant non plus, là. J'ai genre une Subaru Outback 2014, là. Fait que ça a pas tant changé, ça m'a juste permis d'avoir peut-être... Tu sais, là, je me suis dit, OK, je vais voyager, puis je vais en profiter. Moi, c'est vraiment une de mes grosses passions. Donc, tout de suite après, dans le fond, la transaction, j'ai fini de travailler. Moi, Marc, Vincent Thibault, Alexis Roy, Taylor Gendron, une couple d'autres boys, on est allés au Web Summit à Lisbonne. Ah, ouais, au Portugal. Ouais. Puis ça a comme commencé comme ça, mais après ça, ça a pris 3 jours, j'étais back sur mon laptop. J'avais juste le goût de... OK. Ouais, j'avais juste le goût d'essayer des trucs, essayer de builder des nouveaux trucs. Tu sais, c'était pendant le gros hype OpenAI. Puis j'étais là, j'ai juste le goût de gosser avec ça. Fait que... C'est ça. Dans les premiers mois, là, t'es back sur le laptop assez quick. Ouais. Tu recommences à gosser, tu gosses sur quoi? Tu travailles sur quoi? Juste une petite parenthèse ici à ajouter par rapport à ça, avant de répondre à cette question-là, c'est genre, des fois on a l'impression que on va faire un exit ou genre ce genre d'événement-là, puis que le lendemain, tu vas être une nouvelle personne, puis que tous tes problèmes vont être réglés. Puis, mais guess what, man, actually, avoir du cash, ça rend juste tes problèmes de cash plus faciles. Puis peut-être que même ça ajoute en fait du stress par rapport à perdre ce cash-là ou faire des affaires. Tell me about it. On a parlé de ça aussi. Ouais. Puis l'autre affaire, c'est, tu sais, devenir un founder, tu te programmes d'une certaine façon. Tu sais, tu deviens une machine à prévoir dans le futur, à faire des scénarios, à essayer de builder, à maximiser ton temps, à tout le temps avoir un framework de « OK, what's the most valuable thing I can do right now? » OK. Puis c'est pas parce que tu tombes à la retraite du jour au lendemain que tu te déprogrammes automatiquement. Genre, tout ce framework-là, ces patterns-là sont encore ingrained dans toi, bord en bord. Fait que c'est ça. Quand j'ai eu mon temps,
j'avais juste le goût de faire un peu la même affaire. Puis I guess it's a good thing, tu sais. À la fin de la journée, je ferais ça si personne ne regardait puis je n'étais pas payé. T'sais. J'aime ça, builder des affaires. Mon père est de même. Je suis au chalet, je rénove le chalet. Ouais, c'est les marches, là, la prochaine step, là. Je m'en rappelle, là, j'ai failli me casser la gueule 3 fois. Bro, ils sont faits, tu serais fier. Ah ouais? Ouais, ils sont faits. Va falloir que j'aille voir ça. Ouais. Non, j'aime ça, ce que tu dis, puis ce que je détecte, puis on en a déjà parlé un peu, mais c'est que tu aimes le jeu tout court. T'aimes la game, t'aimes jouer cette game-là, sans nécessairement avoir besoin de... Évidemment, là, qu'on aime ça avoir des highlights, des victoires, des coups de circuit, etc., mais comme t'aimes foncièrement la game, fait que si t'es heureux à builder, why not build? 100%, man. Puis c'est de quoi que tu sais, que c'était... J'avais peut-être un peu besoin de prendre du recul cette année pour me rappeler ça, parce que, tu sais, j'étais essoufflé de jouer à la game. Mais à la fin de la journée, man, les startups, builder des compagnies, la tech, c'est ma game, tu sais. Man, je serai jamais... Ouais. Tu sais, je fais gros du bike, je m'entraîne gros. Je serai jamais triathlète professionnel. Je serai jamais snowboarder professionnel. Je serai jamais skateboarder professionnel. Je serai jamais... Toutes ces autres affaires que j'ai été passionné vraiment. Mais, man, les startups, j'ai encore ma chance de jouer dans une grosse ligue, man, puis d'être pro level. Puis ça m'allume tellement. Puis en plus, j'aime ça, tu sais. Fait que, rendu quand là... même un gars compétitif. Il sourit. Ouais. Et compétitif surtout avec moi-même, je te dirais. Là. Genre, ouais, je pense que je suis vraiment hard sur moi. T'sais. J'aime ça. C'est sûr que, tu sais, si on... Tu sais, avec mes potes avec qui on fait du triathlon ou du trail running, tu sais, c'est sûr que j'aime bien ça, être un peu spicy, puis genre, tu sais, pas donner ma place. Mais j'aime ça pousser le monde à leur plein potentiel, dont moi. La seule tâche qui m'a été assignée quand on est allé sur le boat à Shawinigan, c'était c'était de lancer la corde à Berge puis à toi quand vous faisiez du wake surf. J'ai réussi avec cette seule tâche-là à me l'envoyer d'en face à perdre mes lunettes fumées, gros tabac. Ouais, j'avais de quoi d'écrit dans ma prep pour le pod. Sorry, pour tes lunettes. Fait que, alright. Fait que dans les premiers mois après Career Up, les premiers projets dans l'époque OpenAI qui commençaient, ça ressemblait à quoi? Au début, man, aussi, c'était de tester des nouvelles techs. J'ai travaillé avec une couple de mes potes. On a bouncé des idées. On a buildé des MVP. Puis en gros, là, on a buildé genre un resume generator, un cover letter generator. Okay. On a buildé un real estate listing generator qui scrapait aussi plein de data, puis qui filait ça, puis qui essayait d'améliorer, mettons, ces expériences-là. Après ça, on a essayé aussi une app de notes médicales, parce que, en fait, je parlais avec le père de mes potes, il est médecin, il me disait « Ouais, moi, Sam, à tous les jours, j'appelle ma boîte vocale pour lui laisser des notes sur mes patients, puis ma secrétaire, elle translate ça en notes digitales. » Genre, ouais. It seems like pretty disruptable from right now. Puis, je pense qu'il y a un des trucs aussi que j'ai appris dans ma carrière overtime, c'est OK, pas une ligne de code avant de parler à des users. Fait que, tu sais, on a fait ben des recherches, on a testé des affaires, mais aussi, il y a des trucs qu'on voulait expérimenter aussi avec de la nouvelle tech, là, comme Firebase, des trucs de même qu'on était excité de juste jouer avec. Puis jouer avec OpenAI, puis jouer avec l'API d'OpenAI. Mais on a fait ça pendant un bout, puis à toutes les fois, j'étais genre, red flag, monétisation bizarre, wrapper de OpenAI, platform risk. Fait que ça a été plein de petits tests qu'on a fait. Puis aussi, en parallèle, j'ai buildé une autre business avec un de mes potes du cégep. Ouais, pour en revenir comme à l'entraînement au bike et tout. Nous, l'hiver, on fait du bike sur Zwift. Puis on trouvait que tous les setups pour mettre ton laptop, ton iPad, ton phone sur ton bike pour Zwifter, étaient vraiment boboche. Là. Tout le monde a des tables un peu de croche avec des fils qui traînent partout puis tout. Puis on s'est dit, hey, on pourrait sûrement en designer un qui serait plus intelligent. Surtout qu'on avait commandé d'autres puis ils faisaient pas la job. Surtout dans le mid-season, il faut que t'enlèves ton gear, t'enlèves ton bike, tu vas biker dehors. Tu sais, comme en ce moment, mois d'octobre, la fin de semaine, tu bikes dehors, la semaine, tu bikes en dedans parce qu'il fait noir de pendant. OK. Fait qu'on a engineer on l'appelle le cockpit, le clip and play cockpit. C'est pour le monde qui bike en dedans. Fait qu'on a launché ça.
Puis ça, aussi, j'étais comme curieux de faire du e-com. Toutes les techs de e-com qui étaient sortis, ça m'intéressait. Puis ouais, ça roule, man. Ça Nice. roule. Je savais même pas, bro, ça, que tu faisais ça. C'est très cool. Ah ouais, ok. C'est quoi Zwift? Pardonne mon ignorance. Là. Ouais, sorry, j'aurais dû donner plus de contexte. Zwift, man, c'est comme un video game pour le monde qui ont des smart trainers. Fait qu'un smart trainer, c'est comme une base d'entraînement que tu plugues ton bike dessus. OK. Puis ces bases d'entraînement-là peuvent te donner du feedback. Fait que, mettons, si t'as envie de monter une côte, c'est plus dur. Si t'as envie de descendre une côte, c'est moins dur. Okay. Puis Zwift, c'est comme un video game layer on top de tout ça. Fait que pense à genre... c'est comme un open world, tu fais du basic sur ton bike dans la maison, mais t'as un screen avec toi qui bike, t'as des entraînements, t'as des courses, t'as des meet-ups. Puis ça ressemble un peu à GTA sur ton bike. Puis ouais, on fait du gear là-dedans. Tu peux pas voler le vélo des autres si tu passes sur triangle pour les puncher. Ça serait une scène. Mais la prémisse aussi, c'était que c'est un segment qui va vraiment grossir, dans le sens où j'ai l'impression que les e-sports d'entraînement, là, j'ai pas encore trouvé le bon terme pour la catégorie, mais les e-sports d'entraînement, où genre, actually, c'est comment t'es en shape qui te permet de compétitionner dans l'arène, ça va devenir de plus en plus gros segment. Puis nous, on veut juste faire des accessoires pour que ça soit des beaux setups esthétiques. Fait que on 3D print ça ici à Shawi. Dans le fond, là, je suis au lac. Là, fait que ouais. À Shawinigan, on a une ferme de, je pense, 12 3D printers à cette heure qui run, qui est opéré par le prof du secondaire, mon ami Simon. Puis ouais, on vend ça online, puis c'est vraiment cool parce que c'est un centre pour personnes avec des capacités réduites qui s'occupent de l'assemblage puis du shipping. Fait que ça donne des jobs à du monde dans le besoin, même. Fait qu'on est vraiment stoked là-dessus. Du monde de ton coin aussi, c'est assez hot, ça. Ouais, c'est vraiment cool. C'est quoi le nom de la marque, le nom de domaine? Ça s'appelle lecodemorse.cc. Lecodemorse.cc. Ouais, right. Ça fait vraiment français bike, là. Tu sais, pour vrai, on a pas tant mis de temps là-dessus, puis ça roule, puis on est vraiment content, puis éventuellement, on va essayer de faire une V2. Là, on est en train de faire plus d'itérations sur le produit, là. C'est ça qui est cool avec le 3D printing. Grosse parenthèse, mais c'est que ça ressemble beaucoup à du software. Tu sais, si tu fais imprimer un moule, tu peux le versionner. Chaque version, on a un customer feedback. Hey, ça, c'est un peu croche, ça pourrait être fait plus fort, ou j'avais un peu besoin d'espace pour mes doigts. Ben, prochaine version, on étend là-dessus, puis il est amélioré. Si tu fais un moule en plastique, il faut t'injecter, qui te coûte 50$ USD à builder ta première production. Après ça, t'es pogné avec ce modèle. Fait que moi, c'est de quoi qui m'excitait, genre la nouvelle intersection entre un processus itératif puis du hardware. Fait que, ouais. C'est malade, man. Très, très cool. On le droppera dans les show notes. C'est un super beau projet, man. Juste par curiosité personnelle, la stack, est-ce que vous êtes sur Shopify ou est-ce que tu t'es craqué des trucs custom? Oh non, man, Shopify all the way, c'est tellement de la bombe. On a même genre un thème free Shopify en ce moment. Puis là, tu sais, là, avec Palisade, j'ai comme pas autant de temps que je voudrais à mettre là-dessus. En fait, j'en mets pratiquement pas. Puis on roule sur Klaviyo aussi. OK. Double-cliquons un peu sur Palisade. Pourquoi, à travers tes différentes explorations, tu faisais de la validation beaucoup, tu buildais avec des chums, tu parlais à du monde. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé que Palisade, c'était le projet qui méritait toute ton attention et ton énergie pour les prochaines années? Bonne question, man. Bonne question. Ça a été un incremental process. Là. Je pense que j'approche maintenant chaque business idea avec beaucoup de scepticisme. Puis, je sais pas si c'est un bon... Oui, t'es good. Puis, à chaque layer que je diguais, plus en plus deep, je me rendais compte que c'était un fucking problème que beaucoup de monde a. Puis en fait, je pense que c'est ça qui vient me chercher surtout, c'est que chez CareerUp, une grosse partie de notre revenue stream venait du email marketing. Okay. Tout ce qui était cold outreach pour reach out à des nouvelles compagnies, pour builder des relations, ou on avait une liste de 1,5-2 millions d'emails pour notre marketing, qui était tout du monde qui avait appliqué, puis qu'on réengageait d'une certaine façon. Fait que pour ça, man, on avait 15 domaines avec 15 DNS différents. Fallait tout setter ça up manuellement. C'était l'asile total.
Puis il fallait tout monitor ça indépendamment avec plein de tools différents. C'était vraiment painful, mais je savais que ça valait la peine parce que ça marchait puis il y avait autant de nos revenus qui venaient de là. Puis guess who qui s'occupait de ça? Yours truly. Fait que, genre, je l'ai vraiment vécu. Puis je comprends le pain. Puis quand il y a eu les nouveaux releases de protocole en mai, puis qu'Alexis m'a parlé de ça, puis je me suis mis à regarder ça, je me suis dit, wow, tous les business vont avoir besoin de ça ou vont vouloir ça parce que ces nouveaux protocoles-là, ça a été prouvé que ça augmente de 40% tes open rates. Parle-en un petit peu, bro, de ces protocoles-là. Ouais, ben pour le monde qui connaisse plus ou moins ça, là, je vais essayer de l'abstraire le mieux que je peux, mais en fond, les DNS, c'est l'endroit sur Internet où l'Internet se réfère à ton domaine pour savoir où est-ce qu'il pointe ton website, où est-ce que tes emails doivent aller. C'est comme un peu le carnet d'adresses sur Internet. Puis là-dedans aussi, t'as des protocoles qui s'appellent soit SPF, DKIM, DMARC. Puis là, ils viennent d'annoncer un nouveau protocole qui s'appelle le BIMI. Puis je vais pas faire une grosse in-depth analyse de ça. S'il y a quelqu'un qui est vraiment intéressé, DM-moi sur LinkedIn ou Instagram ou Twitter pour en parler. Mais basically, ça va dire qui a le droit d'envoyer des emails avec ton domaine, comment ces emails-là doivent être encryptés puis authentifiés. Puis, en fond, plus que ta sécurité sur tes emails est élevée, plus que les ESPs ou les SMTP, dont genre Gmail, Google, Yahoo, Gmail, Google. Outlook vont, OK, ces emails-là sont safe, il y a plus de chances que ce soit pas du bullshit content, on le met dans l'inbox à la place de le mettre dans le spam. En gros, c'est pas mal. La délivrabilité, là, carrément, de courriel, qui est boostée par le respect de ces protocoles-là, l'implémentation de ces protocoles-là. Ouais, le respect, l'implémentation, puis monitoring aussi de plein de variables qui vont autour de ça, comme l'ajustement de ces protocoles-là. Puis, dans le fond, en mai, ce qui a été annoncé, c'est qu'il allait y avoir un nouveau protocole qui s'appelle le BIMI. Puis, pour être compliant à ce protocole-là, il y a un paquet de contraintes techniques, même légales, pour avoir le plus haut niveau de compliance pour un trademark, par exemple. Mais quand tu es compliant dans ce trademark, dans ce protocole-là, ton deliverability go up through the roof. T'as un verified checkmark dans l'inbox, un peu comme Twitter, Instagram, Facebook. Puis c'est ça, je me disais, ça va être vraiment variable pour les compagnies. Puis aussi, maintenant, t'as plus le droit de display ton logo dans l'inbox si t'as pas un BIMI record valide. Ouais, attends, où est-ce que le logo serait displayed, là? Explique-moi. Admettons, si tu ouvres ton Gmail sur ton phone, il y a plein de brands qui t'envoient des messages. Ouais. Mais maintenant, il n'y a plus leur logo dans le petit spot où actuellement il y a une photo de la face de Frank ou du brand. Fait que maintenant, tu peux plus displayer ton logo tant que t'es pas vérifié, ton identité n'est pas vérifiée par email. Fait que tu sais, vraiment powerful pour le brand recognition, puis tu sais, stand out dans l'inbox, tes open rates. Fait que là, ça on sent en main, t'as ton pote Alexis qui t'en parle, t'as vécu ce pain-là, t'es comme shit, je sais que c'est quand même un clusterfuck de configurer comme il faut tes DNS et tes emails pour avoir de la délivrabilité. Ouais. Mais ça, c'est une anecdote de genre, right? C'est Sam Chénard qui a vécu ce pain-là. Puis là, t'as dit pas une ligne de code avant d'avoir parlé à du monde. Fait que comment tu surfes vers la validation avant la production, mettons? Ouais, ben c'est une bonne question, mais pourrait-on faire le timeline? Je commence à penser à ça, je tombe dans le rabbit hole de comment ces protocoles-là, ça marche. Je me dis, fuck, c'est encore plus compliqué, c'est sûr que personne va être capable de faire ça. Puis, je build la documentation, je build un petit landing page, puis quand on parle à du monde, genre, c'est ça, je suis dans l'auto avec Marc Campagna, Marc de Oxio, puis on s'en va à une course, puis ça, c'est après la vente de Oxio à Cogeco, ça vient comme de se passer, ça fait pas longtemps. Puis son email vient de switcher de marc@oxio.ca à marc@gaia.ca. Ah, OK. Il est là, il dit, Matt, je catch pas. C'est vraiment, en plus, c'est ça qui est drôle parce que je pense qu'on n'avait pas parlé de mon idée so far. Puis il me dit, man, je cache pas, mes emails se rendent pas à mes investisseurs, ils se rendent pas à mes clients, ils se rendent pas à mes employés. Il y a plein de monde qui se plaignent que ça deliver pas, puis on comprend pas pourquoi. Là, je suis genre, interesting. Fait que là, je check sur mon phone dans le char leur setup de DNS avec des tools
public. Puis je suis genre, son setting tout croche un peu. T'sais, je veux dire, aucune flèche lancée au team de Gaia, c'est des soirs d'engineering. Puis, mais c'est ça on a découvert puis qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est comme un genre de no man's land qui tombe entre le marketing puis l'engineering, où souvent dans une compagnie qui est pas enterprise level, qui est pas une méga compagnie, il y a pas de team de sécurité interne qui set ça up, ces affaires-là. Fait que souvent c'est le founder au début qui va setter up les DNS avec un petit setup Bobosh GoDaddy. Puis après ça, quelqu'un de marketing ou le founder va commencer à utiliser des marketing tools, dont Gmail ou HubSpot ou Mailchimp, mais va pas vraiment faire la configuration des DNS comme du monde. Puis même si il voudrait le faire, il va peut-être demander à l'ingénieur, mais l'ingénieur va checker ça. Souvent, le monde sont pas trop habitués à voir ça, fait que ça tombe un peu en deux chaises. Fait qu'avec Oxio, avec Gaia, c'est un peu ça qui est arrivé. Je dis, hey Marc, je vais le régler avec vous autres, ce problème-là, puis ça va être mon premier case study. Fait que là, nice. OK. Case study avec Gaia, j'embarque sur un call avec le CMO, Sean, on check ça un peu leur setup. Après ça, j'embarque sur un call avec un des ingénieurs qui manage les DNS, puis on a réglé ça, basically, 2 jours plus tard, 99% de leur email deliver. Avant qu'on commence à faire cette implémentation-là, leur deliverability score, c'était comme 4.2 sur 10. Few changes down the line, on est rendu à 9.7. Fait que tout le monde chez Oxio est rencontré. Fait que là, Marc, il me dit, man, c'est vraiment assez que c'est fait. Je peux pas croire que, tu sais, il y a personne qui règle ça. Fait que là, je suis genre, un de mes amis les plus smart, pour qui j'ai le plus de respect puis qui connaît le plus les startups, il me dit ça. Green flag. Ouais. Après ça, je me dis, bon, ben, peut-être que c'est un cas isolé. Fait on a juste commencé à reach out à plein de monde, man. Genre, randomly, dans plein d'industries. Tu sais, avec le temps, je me suis buildé un petit network quand même. Fait que commence à DM du monde sur LinkedIn. Tu sais, pis c'est ça qui est le fun aussi comme stratégie, c'est que tu peux aller voir le monde sur setup comment, juste en regardant leur domaine. Fait qu'on a réalisé que 90% des compagnies out there sont setées un peu de croche. Là, j'étais genre, green flag. Après ça, on s'est dit, mais il faudrait quand même leur parler parce que peut-être qu'ils sont setés mal, mais ils s'en foutent. Exact. Puis, mais c'est un peu ça la réalisation aussi, c'est que les gens sont mal setés up, mais ça marche quand même, tu sais. Mais ça marche pas le mieux que ça pourrait marcher. Donc, leur deliverability, c'est à la place d'avoir 90% de leur email qui se rendent dans le primary inbox, ils en ont 60, 50, mais ils savent pas vraiment qu'ils pourraient se rendre à 90. OK. Fait que on a juste DM du monde sur Twitter, man. Genre, en fou, là. Puis le monde était juste... Tu sais, on a DM du monde vraiment high profile. J'ai DM les gars de Milk Road ou genre Alpha Signal, un gros newsletter de AI. Marketing Examine, des gars qui font un truc vraiment cool on s'est dit, on va targeter du monde qui sont comme email-centric, puis aussi du monde dans plein d'autres industries. Puis, j'ai DM le gars de WP Engine, Jason Cohen, un gars qui est passé sur Startup for the Rest of Us, que j'admire beaucoup. Puis, il m'a répondu, il dit, man, je suis ingénieur, j'ai buildé WP Engine from the ground up, l'infrastructure, puis je sais même pas comment c'était ça, ces affaires-là. Puis pour mon projet de newsletter, j'en aurais besoin. Fait que on a juste commencé à parler à plein de monde comme ça, valider s'il y a de l'intérêt, c'était quoi le price point qui serait prêt à payer, c'était quoi le format, comment qu'on pourrait deliver le value. Puis au début, on offrait de faire des case studies for free. Puis rendu là, on avait tellement de demandes de case studies que là, on a commencé à charger le monde pour l'implémentation vraiment manuelle. Puis so far, c'est pas mal là qu'on est rendu. Dans le fond, on est en train de builder de la tech là, on est en train de builder le foundation de notre software puis comment on va le faire. Nice. Mais au début, on a juste, extrêmement DoorDash. Tu sais, DoorDash, ils ont commencé à livrer du stock avec un spreadsheet, là. Ils ont fait un landing page, un spreadsheet, du monde qui commandait dans des restaurants, ils partaient du bureau, ils allaient chercher le food au resto puis le porter direct chez la personne, tu sais, genre le founder. Fait que vraiment plus fan de cette approche-là, surtout après notre gold plating extrême de Your Extra Life. Fait que c'est ça un peu qui je dis, OK, les gens ils ont vraiment besoin de ça.
Fait que là, green flag encore. Puis, Ben, en tu sais, fait, moi, t'as eu le... Moi, dans mon livre à moi, t'as eu un des ultimes green flags qui est... Chris, il y a du monde qui t'ont donné de l'argent pour que tu règles le problème. ben, c'est ça. J'étais avec un de mes potes au début de la semaine pour parler de passé, puis de la stratégie, puis tout. Puis, je leur ai dit que c'était important d'avoir le invoice facile. Tu sais, au début, là, surtout quand tu es en train d'expérimenter pour un business model qui est peut-être moins prouvé que ça. Puis, ouais, on a envoyé des invoices avec des gros discounts au début, puis on est full transparent. Mais on est là, tu sais, on aimerait ça prouver justement que vous avez un certain degré d'engagement, vous seriez prêt à payer pour ça. Puis, ouais, les gens sont prêts à payer. Puis aussi, tu sais, au début, honnêtement, c'est peut-être moi qui aurais dû les payer pour qu'on fasse des case studies avec leur compagnie parce que, tu sais, on a pris du temps super valuable de des gens, tu sais, des CTO, des CMO. Oui, mais tu leur as amené de la valeur aussi, là, tu sais, c'était 40 à 50% de plus de courriels qui landent. On s'entend, là, Chris, il y a des... Mettons, t'es email-centric. T'envoies des emails, t'as une belle newsletter, une belle communauté, t'as des annonceurs qui payent pour avoir des views, tu comprends? Ouais. T'as du monde qui s'inscrivent, qui ont des attentes de recevoir quelque chose, ils ne le reçoivent pas, ou ça tombe pas dans la bonne place. Les incentives... Puis ça, c'est juste les emails de contenu, mais tu sais, imagine tous les emails transactionnels là, de genre, OK, ton compte est activé, maintenant il faut que tu ailles faire ça, ça, ça. On essaie de te upsell sur une nouvelle feature. N'importe quel SaaS qui écoute en ce moment, là, ça devrait être genre ding 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 dans votre tête, genre, c'est fucking important, tu sais. Vraiment, mais ce qui m'intéresse vraiment, bro, c'est de savoir pour ceux qui étaient éduqués sur le problème. Parce que là, tu sens me dire, il y a du monde qui sont comme semi-éduqués, ça marche semi, fait qu'ils checkent pas plus, mais ceux qui le savent, t'as-tu trouvé sur le market ou ailleurs dans tes entrevues des manières de régler ce problème-là qui étaient différentes de ce que tu veux faire avec Palisade, maintenant? Ouais. Ça aussi, c'est vraiment un bon point. En ce moment, un autre des indicateurs que j'ai vraiment bien aimé dans mes recherches, tu sais, ça a été que, il y a des agences qui le font manuellement puis qui chargent un flat fee. Intéressant. Puis après ça, ils te proposent genre une réévaluation yearly, mais quand tu comprends vraiment bien ces procédés-là, tu caches aussi c'est de quoi qui est constant. T'sais. Le email deliverability, il faut que tu le checkes constamment. Les IP que tu utilises, ça fait une grosse différence. Ton domain rep, ça fait une grosse différence. Je ne veux pas rentrer dans le trop technique, là, mais quel third-party tools t'allow dans ton DMARC policy? C'est vraiment important. Il y a plein de layers techniques. Il faut constamment que tu l'ajustes pour l'optimiser. Fait que, tu sais, le modèle d'agence, pour moi, c'est un green flag parce qu'on peut faire un software qui va le faire grosse partie automatiquement avec ma compréhension de comment on pourrait builder ça. Puis l'autre, c'est qu'il y a des softwares comme ça s'appelle DMARC. Là. En fait, DMARC, c'est un des protocoles qu'on utilise, mais il y a des softwares qu'ils utilisent pour monitor ton DMARC, qui est une partie de la deliverability. Puis ces softwares-là, c'est des softwares de développeurs faits pour des développeurs. Mais t'sais, même moi qui ai beaucoup d'expérience là-dedans, ou genre des potes à moi qui sont ingénieurs qui ont essayé d'utiliser ces softwares-là, ils disent, man, c'est pas comprenable. C'est juste un paquet d'acronymes ensemble. Ils sont pas user-friendly, mais quand on a catché que c'est le monde du marketing qui ont besoin d'être capable de setter ça up facilement. Puis, ça a vraiment été un autre green flag pour moi. Puis il y en a d'autres aussi du côté technique. Là, je veux pas me rendre deep là-dedans, mais il y a vraiment des aspects techniques qui étaient pas possibles il y a 5 ans, qui le sont aujourd'hui. Puis ça me fire up. Ouais. Puis, pour moi, Sam, pour moi, tu le sais, là, on s'en est parlé, j'avais travaillé sur de la validation pour un SaaS un peu en stealth de mon bord, puis notre degré de confiance, au lieu d'être des green flags, c'était mostly yellow flags, des fois red, puis les seuls green flags qu'on a eu nous pointaient vers une direction d'un type de compagnie que nous, on voulait pas construire, mettons. Fait que, pour moi, tout ce que tu viens de raconter là, je le clipperais au complet, puis pour vrai, c'est un masterclass en validation. Là. C'est ce genre d'étape incrémentale-là que tu dois vivre, puis c'est un exemple prime de genre, ça, il y a eu assez de green flag que là, tu peux mettre du cash, de l'énergie, du temps, peu importe c'est quoi que tu as comme ressources à déployer, tu sais. Alors, je trouve ça malade d'autres, puis écoute, maintenant qu'on est potes, là, toi puis moi, genre, je sais à quel point c'est important pour toi d'être bien entouré. T'es très bien entouré, puis tu te gardes bien entouré. Je pense que ça te nourrit beaucoup. Puis, personnellement, je me compte très, très, très chanceux de faire partie de cet entourage-là here and there. Fait que ce qui m'intéresse par rapport à Palisade... T'es le temps bienvenu pour des petites retraites au Hacker House, au Lac des Piles.
On va mettre l'adresse dans les show notes. Non, ça. Doc, c'est mon boy. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est de savoir justement comment tu décides de t'entourer pour Palisade. C'est qui les personnes qui vont faire partie de l'aventure, puis pourquoi un peu? Ouais, bonne question. Puis c'est vraiment quelque chose que je passe beaucoup de temps à penser puis à ruminer. C'est un genre de novalisme, là, mais tu sais, la première chose que je regarde chez quelqu'un, c'est vraiment son intégrité, là, parce que je pense que c'est vraiment le fun de travailler avec du monde qui vont se pitcher devant le train pour toi, puis ils savent que tu feras la même affaire pour eux. Là. Puis ça, man, c'est vraiment, vraiment powerful, au-delà de des gros skills techniques ou peu importe, surtout quand tu regardes pour un co-founder que tu vas passer un bon mariage avec. Là. Puis, tu sais, des highs, des lows, on le sait très bien que ça va arriver. Tu sais, je veux vraiment que, tu sais, Palisade, ça a l'air cool là, en ce moment. Je pense qu'on est vraiment sur une bonne lancée, mais tu sais, ça va être tough. Puis on va avoir des hauts puis des bas. Puis on est bien loin d'avoir gagné rien en ce moment. T'sais. Fait que quelqu'un avec qui t'as le goût de partir à la guerre, t'sais. Puis t'as le goût de partir à la guerre avec quelqu'un qui a ton back, peu importe les situations, quelqu'un que si t'avais des last wish, tu dirais dans l'oreille avant de mourir si t'as pas fait ton testament. Fait que, ouais, ça. Du monde avec qui j'ai goût de travailler, du monde qui ont des skills, qui sont curieux puis qui sont meilleurs que moi dans les positions qu'ils vont jouer. As-tu trouvé certaines de ces personnes-là? Ouais. Je suis vraiment chanceux. Là, c'est comme early un peu pour en parler. Pas de stress. Ouais, c'est ça. On est comme dans structure, en train de mettre en place la structure, puis comme les incentives, tout ça, pour que le monde joigne. Mais ouais, il y a un de mes potes, en fait, qui est un de nos top guys chez Career Up qui a joiné. Okay. Puis lui, c'était le master du Legion BD side. Fait que, tu sais, il a l'idée de tout l'effort du B2B, en gros. Puis le gars est juste trop smart. C'est genre un Hawaïen / japonais qui a grandi à San Francisco. Il est déménagé à San Francisco pour venir au bureau de Montréal parce qu'il trippait vraiment sur le vibe de Montréal puis sur le team. Nice. Il est venu habiter avec moi durant la pandémie. C'est genre vraiment mon boy. Puis je pense qu'on va avoir du fun à travailler ensemble. Puis aussi, on a tellement de relations de confiance maintenant que c'est hâte d'avoir quelqu'un dans le team vraiment proche que je peux être là. What am I doing good? What am I doing wrong? Ouais. Puis dis-moi si je l'échappe. Genre, tu sais, si j'ai des blind spots, s'il y a des trucs que je fais que tu trouves qui sont... C'est le gars le plus fair au monde puis le plus droit au monde. Tu sais, il n'y a aucune malice, ce gars-là. Fait que si je fais de quoi que lui, il juge que je pourrais faire mieux, il va me le dire. Ça, pour moi, vraiment sick d'avoir ça early on dans le team. Puis un autre de mes amis, Doom, qui est un master du SEO, un master du content marketing. Il a buildé une compagnie de online tournaments de gaming. Il a roulé ça pendant un bout. Ça fait depuis qu'on a comme 18 ans qu'on travaille sur des projets ensemble puis qu'on parle de startup. Fait que je sais qu'il est deep dans le game puis qu'il y a ce qu'il faut pour push forward. Puis fait que Doom et Tay, ils vont joiner comme early employees ou co-founders, mais ils vont pas nécessairement être dans les C-suite positions, mais ils sont bien là-dedans, puis on a parlé vraiment openly que c'était peut-être pas ça les rôles qu'ils voulaient jouer, puis ils sont... Fait que ouais, en ce moment, en mode recruter mon CTO. OK. Puis après ça, on est off to the races, man. Je pense que, tu sais, en ce moment, sûrement que ça va être la prochaine question. Ben non, ben écoute, avant de move on un petit peu, moi, il y a une question d'entrevue que je pose souvent à du monde, puis j'aime ça la poser sur le pod. Qu'est-ce qui est le plus dur de travailler avec toi? Ouf. Ah, man, il parle. Quelques trucs, je dirais. Mais pas que je... Ouais, je pense que je suis quelqu'un qui a vraiment extrêmement d'énergie et de passion. Moi, ça me gêne pas de travailler 16 heures par jour s'il faut. Je vais faire un all-nighter. Puis des fois, mettons, je m'attends à ce que le monde ait ce level de dedication-là. Puis je sais que c'est peut-être pas pour tout le monde non plus. Puis c'est pas tout le monde qui a la même réalité. Mais, tu sais, dans ma tête à moi, peut-être que c'est trop extrême. Je pense qu'on a parlé de mes vues par rapport à ça. Mais, tu sais, moi, je m'en vais à la guerre. Là. Puis on est à la guerre. Puis chaque seconde qu'on est pas en train de builder de la value pour nos customers, on est plus proche de la mort. Puis
c'est vraiment, tu sais, un peu ce mindset-là, avec, tu sais, c'est un peu extrême, puis on est, mais c'est un peu ça pareil, parce que, tu sais, en tant que, tu sais, là, en ce moment, en tant que founder puis CEO, tu sais, ma job, c'est de voir les trucs qui pourraient, tu sais, qu'on se rende pas à destination. Fait que ça, des fois, tu sais, je peux le faire sentir dans genre, OK, là, il faut que ça ship. Quand ça, c'est pas shippé. Tu sais, je suis capable de mettre de la pression, puis aussi, c'est ça, mon background de designer aussi. Des fois, mettons, si les pixels sont pas alignés, là, je sais que c'est pas ça qui va tant augmenter la conversion, mais je suis genre, ça devrait être plus tight. Fait que j'aime ça quand c'est tight, puis des fois, je suis direct, tu sais, no bullshit. Puis vraiment important pour moi, man, d'être la même personne au travail, la fin de semaine. Puis tu sais, you get the real Sam, tu sais, autant quand on s'entraîne, je suis intense, ben, ou qu'on joue à des sports, ou qu'on fait le party, ou on voyage, tu sais, je suis intense, ben, à la job, je suis intense. Je peux-tu te conter une histoire? Ah ouais, non. Tu sais, moi, je suis pas... Moi, je suis... Toi, t'as une banque d'énergie qui est comme souvent pleine, t'es souvent intense, tu parlais d'avoir le feu, beaucoup. Fait que t'es de même dans ton sport, t'es de même dans ton entrepreneuriat, pis c'est malade, je respecte ça. Moi, je suis beaucoup plus cyclique, mettons, comme personne, là. Plus de highs and lows, peut-être. Puis je me rappelle d'une fois, en fait, ton ex-partner, qui est un de tes meilleurs potes, Phil Barclay, on jouait à un jeu vidéo ensemble, c'était Wizards of Legend. Puis moi, man, dude, j'étais genre sénile raide, là. J'étais genre fatigué. Il était tard le soir dans son genre de condo à l'époque. Puis moi, j'étais écrasé dans le couch, puis c'était juste une raison pour chiller avec mon chum, puis parler avec mon chum, tu comprends? Tu sais, c'était pas... Puis, fait que mon bonhomme, mon caractère tombait tout le temps parce que je faisais pas des dashs de la bonne manière. Fait que je tombais dans un genre de douve, puis ça nous enlevait des vies. Puis souvent, Phil, il disait... Souvent, Phil, il fallait qu'il continue la game tout seul. Puis je m'en rappelle, il m'avait dit, ben sérieusement, là, Frank, genre... ça te tente de te concentrer, tu sais? Puis j'étais comme, ah, c'est sûr qu'il me niaise, genre, pis tout. Il dit non, mais genre, t'aimes ça, genre, suck aux jeux vidéo, genre, t'aimes ça perdre? Puis là, j'étais là, gros, mais il me shamait pendant qu'on faisait du casual couch co-op. Puis ça m'avait justement rappelé un peu ce feu-là, pis cette intensité-là dans les milieux compétitifs, là. Fait que j'avais juste envie de compter une petite barquée d'anecdotes. C'est ça. Moi pis Phil, on se ressemble beaucoup là-dessus. Quand on est dans le game, on est dans le game. Là. Puis là, Sam... on a un peu deux vitesses. One gear go. Mais c'est ça qui fait qu'il est tellement bon dans qu'est-ce qu'il fait, man. Je sais. C'est incroyable. Là, t'en as fait quand même du cash avec ton exit. Tu parlais justement que t'avais bien placé tes pions par le passé financièrement, tout ça. Là, s'ouvre à toi, mettons, une voie avec plein de green flags, puis t'es comme, OK, là, je vais décoller avec Palisade. Cool. Il y a plein de manières de décoller, right? Tu peux décider d'être 100% bootstrap, tu peux mettre juste de ton cash ou mettre 0$ avant qu'il y ait du cash de clients qui rentre, tu peux lever du cash. Il y a des tiny seeds, il y a des VC, tu sais. Le landscape de comment tu construis puis finances une startup, il est rendu très, très riche. Comment, toi, tu vois ça pour Palisade? C'est une grosse question, man, puis c'est de quoi... que je pense peut-être un peu plus de temps que je voudrais en ce moment à penser, mais je pense que, tu sais, en mode startup, je suis vraiment... C'est Marc aussi qui dit souvent ça, puis je trouve ça intéressant, c'est genre si l'erreur est... Pas si l'erreur, mais si la décision est réversible, go fast. Si la décision est pas réversible, prends ton temps. Je pense que le funding, le financing, vraiment une décision à considérer parce que c'est pas réversible. Ton cap table va tout le temps être là, ou réversible, ça va coûter cher. Ouais. Puis, ben c'est ça, c'est un peu de considérer plein de variables dans ma vie personnelle, dans la vie personnelle des gens avec qui je vais travailler, puis de qu'est-ce qu'on a besoin pour avoir les moyens de nos ambitions en ce moment, je dirais. Puis, tu sais, j'ai été dans le fundraising game aussi où il fallait aller pitcher à 100 investisseurs. Puis ça, en ce moment, je pense pas que c'est la meilleure utilisation de mon temps parce que justement, on pourrait financer le projet nous-mêmes, puis aller builder le produit, puis parler aux clients à la place d'être en train de parler à 100 investisseurs, ben essayer de les convaincre que c'est une bonne business. Mais tu sais, il y a des key players avec qui ce serait un no-brainer pour moi faire à onboarder dans le team. Puis dans le fond, un des
un des key players, c'est Y Combinator. OK. Fait que, tu sais, startup fanboy depuis, I guess, 18 ans maintenant. J'ai 35, I guess, ouais, 17 ans. Tout était sur Acunos quand j'étais jeune. Paul Graham, c'est le godfather du startup. J'ai lu tous ses essais plusieurs fois. J'ai rencontré Gary Tan à Québec dans le temps, puis chez Your Extra Life, ça m'a vraiment marqué. Puis j'étais allé aux entrevues de YC en 2007. En 2017, j'avais pas été pris. OK. Finalement, mais j'avais fait là-bas, rencontrer Sam Altman, PG. Comme le dream, il est vraiment pour moi. Un peu comme je parlais tantôt. Aller à YC, c'est le camp d'entraînement pour jouer dans les ligues majeures. Puis je sais que c'est pas la seule façon de se rendre là. Il y a plein de business bootstrap que je trouve insane. Puis je considère aussi cette patte-là en ce moment. Mais si, dans le fond, Marc m'a vraiment poussé pour la YC, il est allé à la YC, puis il a dit que pour lui, ça a été game changer, autant sa façon de voir les choses, ça a été vraiment une bonne opportunité de growth pour lui. Il était déjà insane avant dans la YC, puis là, il a appris beaucoup, puis il a un network complètement fou. Fait que ça le motive. Il nous a fait une recommandation, puis on va être en entrevue. Ouais, on va voir ce qui se passe. Prochaine fois que tu reviens sur le pod, on verra t'es rendu où avec tout ça. Écoute, ouais, we'll see. Récemment, tu m'as annoncé une nouvelle assez cool. Tu t'en reviens habiter à Québec, à Québec Cité. Il me faudrait mon animation de son. Ce que je me disais, c'est un peu comme, tu sais, un gars avec ton réseau, ton network, tes projets, tu pourrais décider de vivre ta vie et de builder ta compagnie un peu de n'importe où. Qu'est-ce qui a comme motivé ton choix de revenir à Québec? À part moi. Ah, c'est sûr que mon boy Frank allait pousser de la fonte. Ouf! Ça va être insane. Plein de facteurs, man. Je te dirais, pour vrai, tu sais, on vient de faire ce joke-là, mais tu sais, vous autres, c'est un gros facteur pour moi. T'as beaucoup de bons amis ici. Ouais. Tu sais, dans le fond, beaucoup de bons amis. J'ai déjà habité à Québec. Puis mes potes builders qui ont buildé des compagnies puis qui sont dans le startup game sont beaucoup à Québec aussi, surprenamment. À Montréal, c'est comme un autre clic pour moi. Puis, tu sais, puis aussi, j'ai plein d'amis à Montréal dans le game, mais Québec, ça file vraiment, genre, mon core va être vraiment en tête, puis ça va me tirer vers le haut parce que je vais être entouré de plein de monde smart, comme toi, comme Barclay, comme Alexis, comme Vince Thibault, tu sais, toutes des légendes. Puis c'est plein de monde que j'aime qui va être vraiment cool de sharer, je pense, les prochaines étapes de nos vies puis de nos carrières. Puis, tu sais, je me vois vivre à Québec, je fais beaucoup d'outdoors, on fait du trail running pas mal. Pas mal plus... Ça fait pas mal plus avec mon lifestyle maintenant que Montréal. Okay. Puis, ma copine aussi, ma copine vient de Québec. J'adore ses amis. Nice. J'adore le vibe autour. Puis, je pense que, tu sais, on s'est dit que Québec, ça serait un cool landing spot. Le lac, c'est bien le fun, mais, tu sais, pas assez dans l'action. Puis, Montréal, on va se garder... un pied à terre, puis on va y aller souvent, puis on va voir comment on va builder le team. Ouais, ce que je me rends compte avec ça se passe aussi, c'est... puis même Grip, c'est justement, man, la concentration de builders, founders, employés, capital. À Montréal, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Puis valuable, fait que j'ai comme une routine d'y aller minimum une fois ou 2 mois, idéalement une fois par mois, connecter avec du monde, tu sais, avoir comme... C'est pas un pied à terre dans l'immobilier, mais comme plus... un pied dans la porte, genre, pour tout ça, tu sais, c'est une super belle ville, puis la communauté est malade, là. Fait que... on va pouvoir covoiturer, man. Ben oui, man! Amigo Express! Ouais, puis là, je reprends mon spot à Montréal aussi, fait que là, on va avoir un pied à terre. OK, parfait. Okay, tu vas pouvoir aller crasher. Ça serait cool d'autres, parce que je suis en train de brûler tout mon argent de Snipcart dans mes différentes dépenses. Mais, alright, man, fait qu'en tout cas, ça va juste être un plaisir de t'avoir proche. Ouais. Puis, une question un petit peu plus philosophique, là, on s'en va vers la fin, là, mais j'aime ça la poser à des amis, à des pairs, tout ça. Y a-tu quelque chose sur quoi t'as changé d'idée personnellement ou professionnellement dans les 5 dernières années? Ah, man, tellement. Top of mind? Je pense que, tu sais, avant, étant plus jeune, j'étais pas mal plus radical dans mes positions.
Genre, c'est ça. C'est sûr que c'est ça. Ouais. Puis tu sais, autant que ça vient de mon fire puis ma drive, qu'avec le temps, j'ai réalisé que, tu sais, le monde est tellement rempli de plus de nuances que ça, tu sais. 100%. Mettons qu'on va prendre un sujet qui porte bien au podcast. Bootstrapper versus fundraising. Ouais. Tu sais, les maxi dans quelque chose, c'est jamais bon, j'ai l'impression. Genre, faut que tu vois toutes les différentes shades de couleurs qu'il y a dans une situation, puis t'adaptes ta position par rapport à ça. Tu peux pas... Bon, en tout cas, ça dépend c'est quoi tes fonds, là, mais tu sais, c'est pas mal plus dur de bootstrapper une compagnie de voitures électriques que de bootstrapper un petit SaaS. Exact. C'est quoi ta situation personnelle? C'est quoi la vitesse à laquelle il faut que tu ailles? Il y a tout le temps des nuances, puis autant que dans mes positions par rapport à tes enjeux avec ma famille, mes amis, ce que je veux faire. Maintenant, je me réfère à mes valeurs, puis je laisse beaucoup de place à changer de position par rapport à ça. Fait que, c'est un peu... Mon boy est rendu un sage. On aime ça. Ben, man, moi, ça résonne à 1000%. Là. C'est des choses aussi que j'ai vécues là, en maturant un peu, pris beaucoup de nuances. Puis c'est vraiment paradoxal, mais développer une ouverture à la nuance beaucoup, puis paradoxalement, développer une intolérance à l'intolérance, genre, ça me fait vraiment chier. Il y a quelqu'un qui est one-track-sided puis qui laisse pas de place à rien, mettons, genre. Ouais. Fait que, ouais, c'était un peu drôle. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qu'on pourrait faire, tu penses, pour rendre Ça se passe plus utile pour toi? Ça se passe plus utile pour moi. Je suis un gros fan du pod. Tout le temps en train d'écouter. Faudrait qu'à guess que j'enregistre par essai sur Ça se passe quand on va avoir la V1 qui va être out there. Moi, j'aime bien, man. En fait, justement, cette semaine, j'étais avec des amis au chalet. Puis, c'est du monde qui sont pas mal dans le startup scene à Montréal aussi. Puis, tout ce qui... Je trouve qu'en tout cas, dans l'écosystème au Québec, puis je parle à beaucoup de founders, on a l'impression qu'il y a plein de monde qui font des trucs vraiment sick, mais qu'on n'a jamais l'occasion de les rencontrer ou de connecter avec ce monde-là. Puis je sais pas pourquoi, tu sais. Je sais pas exactement pourquoi, mais je pense que ça se passe en tant que fil conducteur dans l'écosystème. Tu sais, j'ai manqué l'événement à Montréal avec Workleap, j'aurais vraiment aimé ça, mais des trucs de même, man, moi, j'ai vraiment entendu d'y aller, puis rencontrer plus de monde, puis vraiment faire des... Tu sais, j'ai vraiment pas été en mode working pendant Career Up, j'étais heads down devant mon laptop, au bureau, là, tous les jours. Tu sais, je suis quand même quelqu'un de discipliné puis de focus, fait que, tu sais, quand j'avais juste le tunnel vision, mais je trouve que je sors de mon tunnel vision, puis j'ai comme levé la tête, puis j'étais genre, ben finalement, j'ai pas tant manqué de party, là. Fait que, je pense que ça se passe des événements, ça va être vraiment cool. Puis, tu sais, même s'il y a pas de rec de pod, tu sais, des événements un peu où on peut rencontrer d'autres... qui facilitent les relations avec d'autres founders à différents stades de leur carrière. Puis, tu sais, où Frank, c'est comme le gatekeeper de la qualité. T'sais. OK, intéressant. Parfait. Pas la qualité, parce que tout le monde peut être de qualité. Je comprends ce que tu veux dire. Mais, tu sais, du genre... Ouais, you know what I mean. OK. Ouais. Un genre de Hampton au Québec, là. Pour finir, bro, as-tu des shameless plugs? Shameless plugs? Je vais me chercher un appart à Québec ou une maison bientôt si jamais il y a quelqu'un qui a des bons leads. Si vous faites du bike à l'intérieur puis que vous voulez un meilleur setup puis aider des gens qui ont des disabilities à avoir plus de jobs, codemorse.cc, le codemorse.cc. Puis aussi, on est juste vraiment stoked d'avoir du feedback puis voir que le monde utilise notre produit. Puis si vous êtes dans le email game d'une façon ou d'une autre, puis que le nombre de personnes qui ouvrent vos emails, ça influence beaucoup vos revenus, puis vous êtes pas sûr si votre setup est tête, venez nous voir à
palisade.email, PALISADE.email, ou sur Twitter, Instagram, Samuel Chenard. Ça va me faire vraiment plaisir de vous aider. Puis dans le fond, on est en train de builder l'app qui va faire des audits gratuitement, puis qui va fournir les pointers sur qu'est-ce que vous pouvez améliorer avec un score. Fait que, en ce moment, c'est comme le V1. Fait que c'est ça, man. C'est insane. Je suis vraiment honoré d'avoir été sur le pod. Yes. Ben écoute, mon gars, c'est un parcours flamboyant, man. Je suis un gros fan. Puis c'est un honneur aussi de t'avoir accueilli sur le pod. Puis j'ai bien hâte à ce qu'on se recroise dans le meat space. Cheers, man. Enough, my man. Thanks, guys.